Nous sommes le 27 mai 1991. Les policiers de Milwaukee remettent un adolescent de 14 ans, nu et ensanglanté, à l'homme qui l'assassinera dans l'heure qui suit. Ce garçon s'appelle Conerac Sintasomphone. Le tueur est Jeffrey Dahmer. Deux jeunes femmes noires supplient les agents de venir en aide à cet enfant. Les policiers refusent. Dahmer assassine 17 hommes et garçons au cours de 13 années dévastatrices dans l'appartement de 113. Comment une ville entière a-t-elle pu échouer à arrêter ce qui pourrissait derrière une porte verrouillée? Les enregistrements des communications radio brisent toute illusion de conduite professionnelle. Les agents John Balcertsac et Joseph Gabrich plaisantent sur cette rencontre quelques minutes seulement après avoir rendu Conerac à son bourreau. Glenda Cleveland appelle le 911 à 3 reprises, suppliant que quelqu'un l'écoute. Selon le rapport d'enquête officiel, personne ne vérifie l'âge ni l'identité de Conerac. Le système censé protéger les plus vulnérables livre un enfant directement entre les griffes d'un meurtrier. Les agents ont fait des blagues à ce sujet à la radio, confirmera plus tard une répartitrice. Conerac Sintasomphone a 14 ans et vit avec sa famille d'immigrés laotiens dans le sud de Milwaukee. Il dégage une chaleur tranquille qui rassemble ses frères et sœurs lors des réunions de famille. Son frère aîné, Somsak, a survécu à une rencontre terrifiante avec Dahmer 3 ans plus tôt. Conerac aime le football et passe de longs après-midi avec ses amis dans les parcs du quartier. Sa famille bâtit sa nouvelle vie en Amérique avec une détermination farouche. Que peut faire de plus une famille pour protéger ceux qu'elle aime? Stephen Hicks a 18 ans au cours de l'été 1978 et fait de l'autostop sur une route rurale de l'Ohio après avoir assisté à un concert de rock. Il porte un sac à dos usé et rêve de parcourir le pays. Il ne s'arrêtait jamais aux apparences, confiera plus tard sa famille aux journalistes. Steven accepte de monter avec un jeune homme calme qui lui propose une bière chez ses parents sur Bath Road. Il n'a aucun moyen de savoir que cet étranger porte en lui un vide si vaste qu'il consume tout ce qu'il touche. Cet après-midi de juin commence comme n'importe quelle autre journée d'été dans le nord-est de l'Ohio. Steven se tient dans la cuisine et boit une bière avec Dahmer alors que la lumière du soleil inonde les fenêtres. Dahmer a également 18 ans et vit seul pendant que ses parents finalisent leur divorce acharné. Selon les récits publiés, Steven décide de partir lorsque la conversation s'essouffle. Il attrape son sac à dos et dit à Dahmer qu'il doit partir. La porte vers le monde extérieur n'est qu'à quelques pas. Stephen Hicks ne franchira jamais cette porte. Dahmer frappe Steven avec un haltère de 4,5 kg au moment où celui-ci se tourne vers la porte. Les transcriptions du tribunal révèlent que Dahmer explique aux enquêteurs qu'il ne voulait tout simplement pas que Steven s'en aille. La violence n'éclate pas par rage, mais par une terreur viscérale de l'abandon. Dahmer démembre le corps et enterre les restes dans la propriété boisée derrière la maison. Quelques semaines plus tard, il broie les os à la masse et les disperse sur le sol. On pourrait s'attendre à ce que ce meurtre déclenche une enquête. Personne ne signale la disparition de Steven pendant des semaines. Puis, un événement troublant survient dans la chronologie de cette affaire. Dahmer cesse de tuer pendant 9 années ententes. Ses pulsions le traquent à chaque instant, mais il les contient grâce à une consommation constante d'alcool. Il s'inscrit à l'université d'État de l'Ohio et abandonne après un semestre. Il s'engage dans l'armée et reçoit une décharge anticipée pour alcoolisme. Il s'installe à Milwaukee pour vivre chez sa grand-mère Catherine. Pourquoi cette pulsion disparaît-elle pendant près d'une décennie pour n'éclater ensuite qu'avec une force dévastatrice? Dahmer tue sa deuxième victime en septembre 1987 à l'hôtel Ambassador de Milwaukee. Il se réveille aux côtés du corps de Stephen Tuomi et prétend n'avoir aucun souvenir du meurtre. Les restes disparaissent. Et l'affaire se dissout dans un silence écrasant. Dahmer commence à cibler de jeunes hommes issus de communautés marginalisées avec une précision implacable. Il les attire dans son appartement en leur proposant de l'argent contre des photographies. « Je leur donnais un verre et ils s'endormaient », confiera plus tard Dahmer à l'inspecteur Patrick Kennedy. La police arrête Dahmer pour conduite erratique à plusieurs reprises durant ces années. Les familles des jeunes hommes disparus déposent des rapports qui ne reçoivent qu'un suivi minimal. Selon le rapport d'enquête de 1991, les cas de disparition impliquant des hommes de couleur reçoivent une priorité d'enquête inférieure. Remarquez comment le parti pris institutionnel crée un bouclier dévastateur autour de Dahmer. Chaque signal d'alarme se brise contre l'indifférence bureaucratique. L'accumulation de signaux manqués ne fait pas que s'ajouter. Elle tue. À l'intérieur de l'appartement 213 des Oxford Apartments, sur la 25e rue Nord, Dahmer construit ce que les enquêteurs légistes décriront plus tard comme un sanctuaire. Il conserve des crânes et les peint pour qu'ils ressemblent à des décorations en plastique. Il stocke des parties de corps dans un bar bleu rempli d'acide qui dissout les tissus humains. Il photographie son processus et organise ses images glaçantes dans un tiroir de sa chambre.
Les voisins sentent une odeur de chair en décomposition et entendent des outils électriques à des heures indues. Personne ne relie ces détails troublants à un danger quelconque. Glenda Cleveland émerge alors comme la conscience que Milwaukee refuse d'écouter. Elle appelle les autorités à plusieurs reprises pour signaler des odeurs suspectes et des activités bizarres au Oxford Apartments. À une occasion, elle voit Dahmer aux prises avec un jeune homme à l'extérieur du bâtiment. « Il se passe quelque chose de grave là-bas », dit Cleveland à une répartitrice avec un désespoir croissant. Ces avertissements déchirants ne reçoivent que des réponses méprisantes. À chaque fois. Prêtez attention à l'enchaînement tragique des événements du 27 mai 1991. Conérac s'échappe de l'appartement 213 vers 2 heures du matin, saignant d'un trou percé dans son crâne. Il titube nu dans la rue. 2 jeunes femmes noires le découvrent effondré sur le trottoir et appellent le 911. Sandra Smith et Nicole Childress supplient les policiers qui arrivent d'aider cet enfant. Ce qui se passe ensuite défie tous les protocoles conçus pour protéger les vulnérables. Les agents Balzersac et Gabrich trouvent Dahmer dans la rue, s'exprimant avec un calme déconcertant. Dahmer leur dit que Conérac est son petit ami de 19 ans qui a trop bu. Les femmes protestent et insistent sur le fait que le garçon a besoin de soins médicaux. Selon le rapport officiel, les agents raccompagnent Conérac dans l'appartement 213, sans vérifier son identité. Ils remarquent l'odeur insoutenable, mais ne fouillent pas l'appartement. Dans la chambre voisine, gît le corps en décomposition de Tony Hughes, tué 3 jours plus tôt, qu'aurait révélé 10 pas de plus. Les ambulanciers des pompiers arrivent sur les lieux et tentent d'examiner Conérac. Les policiers les renvoient d'un geste de la main. Selon les dossiers judiciaires, les ambulanciers expriment une vive inquiétude quant à l'état du garçon. On leur répond que la situation est sous contrôle. L'analyse médico-légale confirmera plus tard que le sédatif utilisé par Dahmer est resté actif dans l'organisme de Conérac pendant toute la durée de l'intervention. Les preuves étaient là, sous leurs yeux. Personne n'a regardé. Imaginez-vous dans ce couloir, avec l'odeur de la mort suintant à travers les murs. Les policiers rendent Conérac à Dahmer et s'en vont. Les enregistrements radio capturent leur rire alors qu'ils s'éloignent de la scène. Cleveland appelle à nouveau la police cette nuit-là pour obtenir des réponses. Un superviseur lui répond que la situation implique des adultes et qu'il s'agit d'une affaire domestique. Dahmer dira plus tard aux enquêteurs qu'il a tué Conérac immédiatement après le départ des policiers. 1 heure. C'est tout ce qu'il restait au garçon. Nous sommes le 22 juillet 1991. Et Tracy Edwards s'échappe de l'appartement de 113 avec une menotte pendant au poignet. Il interpelle 2 policiers de Milwaukee et les ramène à l'appartement. Cette fois, les policiers fouillent les pièces. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur brise toutes les certitudes sur ce qu'une personne peut cacher derrière une porte d'habitation. Jeffrey Lionel Dahmer a grandi dans un foyer défini par des conflits incessants entre ses parents, Lionel et Joyce. Sa mère souffre de troubles mentaux et prend de nombreux médicaments pendant sa grossesse. Son père, chercheur en chimie, travaille énormément et reste émotionnellement absent. À l'âge de 10 ans, Dahmer développe une fascination pour les animaux morts et ramasse des cadavres d'animaux écrasés près de la maison familiale. Il dissout les carcasses d'animaux dans l'acide fourni par son père pour ce que Lionel croit être d'innocentes expériences scientifiques. « J'aurais dû le voir », écrira plus tard Lionel Dahmer dans ses mémoires bouleversants « Milieu de la nuit ». L'isolement s'empare de Dahmer à l'adolescence. Dans le canton de Bath, il commence à boire de l'alcool avant d'aller à l'école dès l'âge de 14 ans. Le mariage de ses parents s'effondre dans un divorce amer qui le laisse seul dans la maison familiale pendant des semaines. Sa mère part avec son jeune frère David et s'installe dans le Wisconsin. Son père emménage avec sa nouvelle compagne. Pendant une période critique, l'adolescent Dahmer vit totalement seul. Cet abandon se cristallise en ce que les psychologues cliniciens identifieront plus tard comme un trouble profond de l'attachement. Le docteur Park Dietz examine Dahmer après son arrestation et livre une évaluation médico-légale qui redéfinit la compréhension de la prédation en série. Dahmer ne correspond pas au profil typique du prédateur calculateur. Il exprime des remords sincères lors des entretiens et coopère pleinement avec les enquêteurs. « Je portais cela en moi comme une maladie », dit Dahmer à l'inspecteur Patrick Kennedy lors de ses 60 heures de confession. Cette seule phrase expose le noyau glaçant de toute sa pathologie. Selon la psychiatre légiste Judith Baker, la pathologie se développe par la convergence d'une prédisposition biologique et d'un environnement dévastateur. La dépendance à l'alcool masque la pulsion pendant 9 ans après le premier meurtre. Lorsque l'alcool ne suffit plus à contenir cette pulsion fracassante, Dahmer commence à tuer à une fréquence accélérée. Il assassine 4 hommes rien qu'en 1991, avant son arrestation. L'intervalle entre les meurtres passe de plusieurs mois à quelques semaines, puis à quelques jours. Remarquez comment les propres déclarations de Dahmer révèlent un esprit en guerre contre lui-même.
Il dit aux enquêteurs qu'il priait pour que les pulsions s'arrêtent et qu'il fréquentait même des services religieux pendant ses années de meurtrier. Il décrit chaque meurtre comme quelque chose qu'il ne veut pas faire mais qu'il ne peut empêcher. Il voulait être pris, conclut le psychologue criminel Robert Ressler après avoir examiné les transcriptions des aveux. Les preuves racontent une histoire, le comportement en raconte une autre. D'un côté, la coopération de Dahmer suggère un désir de rendre des comptes et d'être soulagé. De l'autre, sa préservation méthodique des restes révèle un contrôle calculé. Les expériences de trépanation représentent des tentatives de créer des compagnons dociles qui ne peuvent pas partir. L'hôtel de crâne et d'os expose une architecture fantasmatique construite sur des années. Il ne s'agit pas d'une violence impulsive. Puis, le 22 juillet 1991, Tracy Edwards s'enfuit dans la nuit de Milwaukee et tout s'écroule. Les agents Rolf Muller et Robert Raut entrent dans l'appartement 213 en suivant Tracy Edwards. Muller ouvre le réfrigérateur et trouve une tête humaine coupée. La fouille qui suit permet de découvrir 74 photographies Polaroid de restes démembrés. 7 crânes sont posés sur des étagères et dans un classeur. Un squelette complet pend dans la douche. Selon le rapport du département de police de Milwaukee, les agents récupèrent les restes de 11 hommes différents. Le baril bleu contient 3 bustes en cours de dissolution. Dahmer avoue tout au cours de 60 heures d'entretien enregistrés. Il fournit des détails qui permettent aux enquêteurs d'identifier ces 17 victimes confirmées. Il dessine des plans de son appartement et explique sa méthodologie avec une précision effrayante. Il exprime ce que les enquêteurs décrivent comme une angoisse sincère tout au long du processus. « C'est le bouquet final d'une vie gâchée », confie Dahmer à l'inspecteur Dennis Murphy. Ces mots résonnent dans la salle d'interrogatoire comme un verdict qu'il prononce contre lui-même. Nous sommes le 15 février 1992 et un jury de Milwaukee déclare Dahmer coupable de 15 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le juge le condamne à 15 peines consécutives de prison à perpétuité. Dahmer déclare devant le tribunal qu'il aimerait pouvoir donner sa propre vie pour ramener les hommes qu'il a tués. Shirley Hughes, la mère de Tony Hughes, s'adresse à la cour avec des mots qui réduisent au silence chaque personne présente. Les familles subissent des semaines de témoignages dévastateurs sur ce qui se passait à l'intérieur de l'appartement de 113. Les familles des 17 victimes de Dahmer portent des blessures qui refusent de cicatriser. Rita Isbell, la sœur de Errol Lindsay, affronte directement Dahmer lors du prononcé de la sentence dans un moment qui fait vibrer toute la salle d'audience. Catherine Lacey, la mère de Oliver Lacey, décrit la destruction permanente de sa capacité à faire confiance à un autre être humain. Comment la famille Cynthia Fonfon peut-elle supporter le fardeau supplémentaire de savoir que la police a rendu leur fils à son assassin ? Le département de police de Milwaukee entame sa réforme la plus importante depuis des décennies après l'affaire Dahmer. Le département met en place une formation obligatoire à la sensibilité et établit de nouveaux protocoles pour les contrôles de bien-être. Les agents Balcerzak et Gabrich sont licenciés, mais un arbitre les réintègre avec le paiement intégral de leurs arriérés de salaire en 1994. Balcerzak deviendra plus tard président de l'association de la police de Milwaukee. Le système ne punit personne. La couverture médiatique de l'affaire Dahmer transforme la compréhension du public américain sur la prédation en série et les défaillances institutionnelles. Court TV diffuse le procès à des millions de téléspectateurs hantés. Les communautés noires et laotiennes de Milwaukee exigent une responsabilité systémique pour les échecs dévastateurs qui ont permis à Dahmer d'agir pendant plus d'une décennie. Le débat national passe des actes d'un seul homme aux fractures de tout un système. La question raciale et le maintien de l'ordre s'entrechoquent d'une manière que le pays ne peut plus ignorer. En 2022, Netflix sort la série Monster et rouvre des plaies que les familles ont passé des décennies à tenter de refermer. Rita Isbell critique publiquement la production pour avoir recréé sa confrontation au tribunal sans sa permission. Selon des entretiens publiés, plusieurs familles n'apprennent l'existence de la série qu'après sa sortie. La famille Sinta-Somphone exprime une profonde douleur de voir leur traumatisme dramatisé pour le divertissement. La série devient l'un des programmes les plus regardés de l'histoire de Netflix. Les personnes qu'elle dépeint ne reçoivent rien. Dahmer purge 2 ans de sa peine à l'établissement correctionnel de Columbia à Portage, dans le Wisconsin.
Le 28 novembre 1994, son codétenu Christopher Scarver bat Dahmer à mort avec une barre métallique provenant de la salle de musculation de la prison. Scarver dira plus tard aux enquêteurs qu'il trouvait les crimes de Dahmer moralement intolérables. L'homme qui a tué 17 hommes et garçons meurt sur le sol des toilettes d'une prison. Il a 34 ans. Glenda Cleveland s'éteint le 4 novembre 2011 à l'âge de 56 ans, sans jamais avoir reçu de reconnaissance pour ses tentatives acharnées de sauver des vies. Les agents Balcerzak et Gabrich effectuent tous deux une carrière complète au sein du département de police de Milwaukee après leur réintégration. Les Oxford Apartments sont démolis en novembre 1992 et le terrain vague reste vide pendant des années. Là où 17 vies ont pris fin, un petit jardin commémoratif pousse désormais. Milwaukee a établi de nouvelles procédures obligeant les agents à vérifier l'identité et l'âge de chaque individu lors des contrôles de bien-être. Les départements de police de tout le pays étudient l'affaire Dahmer comme un exemple flagrant de faillite systémique de l'enquête. Le FBI intègre l'incident Conérac dans ses documents de formation sur les préjugés institutionnels. Pourquoi faut-il la mort de 17 hommes et garçons pour enseigner une leçon que la simple décence humaine aurait dû rendre évidente? Chaque système existant pour protéger les plus vulnérables a failli à Conérac-sous-Tasomphone le 27 mai 1991. Plus de 3 décennies ont passé et 17 familles portent toujours le poids permanent de ce qu'un homme a fait à l'intérieur de l'appartement de 113. Dahmer est mort. Les policiers qui ont rendu un enfant ensanglanté à son tueur ont pris leur retraite avec une pension complète. La justice avait promis une protection à Conérac cette nuit-là, mais elle l'a livré à sa tombe. Certains échecs ne s'effacent pas avec le temps, ils se cristallisent.